Voilà, donc je vais vous parler de la situation d'un garçon qu'on accueille sur l'école depuis la rentrée scolaire de 2014 en fait. Donc Julien qui a maintenant 9 ans et 6 mois. Voilà, c'est un garçon, voilà, pour que vous puissiez vous faire une petite représentation de ce garçon. Il est de petit gabarit, c'est un Eurasien et il a un regard malicieux. C'est un petit garçon qui s'intéresse par ailleurs à la musique, il fait du solfège, participe à l'orchestre de l'école de musique, il fait du dessin, du golf. Il aime beaucoup faire des jeux de construction, des caplats, jardiner, jouer aux voitures, surfer sur Internet et jouer à la DS, comme beaucoup. Donc Julien, comme je disais, est arrivé sur notre école en septembre 2014. Il était inscrit en classe de CM1. Il avait, alors qu'est-ce qu'on sait de lui à son arrivée? Il avait effectué donc sa scolarité dans le Vexin. Dans son ancienne école se posait la question d'un passage anticipé, mais ne l'a pas prononcé. Donc la tâche nous était donnée, nous, école, de voir si effectivement, de voir et d'estimer la pertinence de ce passage anticipé. Voilà. En sachant voilà, que les indications qu'on avait étaient que Julien avait besoin d'être alimenté sur le plan intellectuel. Alors ce qu'on savait aussi, on avait quelques informations sur l'attitude de Julien à l'école et son attitude face aux apprentissages. Donc il ressortait en tout cas de son parcours qu'il avait de très bonnes aptitudes scolaires, mais systématiquement revenait l'idée d'un manque d'intégration des règles collectives. La famille était régulièrement interpellée sur ses difficultés dans le rapport au groupe, refusait de donner la main aux autres, avait du mal à s'insérer dans le groupe, et puis peu à peu sont intervenues de grosses difficultés dans le rapport à l'écrit, voilà, on peut faire le lien en tout cas avec ce qui a déjà été dit dans les interventions précédentes. Alors plus il montait en classe et plus la situation se dégradait. Julien refusait toute trace écrite. Il finissait par être un peu déviant dans la classe, ennuyait les autres, chantait en classe, s'agitait, intervenait de façon intempestive et refusait toute trace écrite, était de plus en plus dans la provocation. Donc ce qu'on savait aussi, c'est que dès la grande section, les parents ont fait une démarche de consultation vers un psychologue en libéral pour que leur enfant gère mieux ses relations aux autres. Alors les parents, je voulais un petit peu donner une idée du regard des parents sur l'éventualité d'un passage anticipé. Le papa, lui, craignait donc pour l'année prochaine une entrée prématurée au collège avec un manque de maturité de son fils. Il craignait aussi, voilà, je disais que c'était un enfant de petite corpulence, donc il avait des craintes par rapport à ça, et aussi à l'anonymat du collège. La maman, elle, par rapport au saut de classe, pensait que ça permettrait à Julien d'avoir des enfants qui pouvaient partager les mêmes intérêts, d'accéder à des savoirs plus motivants. Et elle attendait aussi que donc, le travail avec la psychologue en libéral permette à son enfant de s'ouvrir davantage aux autres et qu'il ait de plus en plus de relations sociales. Donc à son arrivée, il a évidemment été évalué dans la classe donc par son enseignante Michel qui évoquera sa situation après coup. Il a été aussi évalué par le maître E pour voir si effectivement il avait les compétences de CM1. Donc ce que le maître E peut dire en relation duel et en situation d'évaluation, c'est que Julien peut répondre très vite et a de très bons acquis, que l'humeur est très irrégulière en fonction des tâches proposées, une grande rapidité en maths, et puis dès qu'on propose de l'écrit, il met 1 heure à écrire 8 lignes par exemple. Toutes les tâches écrites sont coûteuses, il se ferme, et on peut aller jusqu'à un arrêt de l'évaluation puisque ce n'est plus possible, Julien ne se mobilisant plus. Alors moi j'ai repris ensuite le tableau, alors je ne sais pas s'il va être visible. Je vais descendre un peu. Voilà, vous avez devant vous une handicapée de l'informatique. Voilà, on va essayer de faire mieux.
C'est lisible ou ça n'est pas du tout là? D'accord, bon, on va faire comme si. Voilà, donc c'est ce tableau qui reprend un petit peu les caractéristiques cognitives, socio-affectives et comportementales des EIP. Plein écran. Oui, carré, ça je sais, ouais. Ouais. Voilà. Merci. Donc vous pourrez faire une petite croix verte dans mes capacités à mettre un truc au tableau, voilà. Donc voilà, j'ai repris ça parce que je trouvais qu'en début d'année, on a pataugé un peu quand même là toute l'équipe sur comment on allait faire pour Julien. Est-ce qu'effectivement il y avait la pertinence de ce passage anticipé ou pas, comment on allait faire, comment on allait le faire écrire, puisque c'était quand même ça la grosse difficulté. Donc j'ai repris un petit peu donc les items de ce tableau. Donc au niveau des particularités cognitives, effectivement, Julien a accédé rapidement au langage avec une grande capacité et une grande qualité au niveau de la syntaxe. Il est capable, alors il n'a pas appris spontanément à lire, mais il est devenu extrêmement rapidement un très très bon lecteur et un enfant qui lisait énormément. Des difficultés par rapport à l'écrit. Il est capable de dire que c'est long, que ça l'ennuie, que c'est fatigant, qu'il est plus fort que le travail parce qu'il peut le déchirer. Il peut rendre une feuille blanche, il peine à copier une leçon et il peut éviter très facilement toutes les tâches. Donc, comme on disait ce matin, il y a un vrai décalage entre ses performances verbales et ce qu'il peut rendre à l'écrit. Donc, il a des facilités de mémorisation, d'abstraction. Il peut argumenter en permanence, avoir une certaine forme d'humour. Il peut repérer des erreurs dans une leçon, par exemple. Il peut me dire, voilà, quand je le rencontre, à la bibliothèque, j'ai un moyen de ne jamais rendre les livres. Je lui dis, ah bon? Eh ben, il me dit, je les emprunte jamais. Je les lis sur place. Voilà, comme ça l'affaire est faite. Voilà, il est capable d'expliquer et bon, voilà, on retrouve une irrégularité des résultats. Sur le plan socio-affectif, j'aimerais que Michel nous raconte un petit peu l'histoire du bourdon. Alors, un bourdon dans une classe, c'est une classe interrompue. Un jour, un bourdon arrive dans ma classe. Grande effervescence dans la classe. La maîtresse, bien sûr, moi je suis ravie qu'il y ait un bourdon dans la classe, puisque je sais que tant que le bourdon ne sera pas sorti, je ne pourrai pas continuer. Donc, par chance, le bourdon sort assez vite. Et Julien met la tête dans ses bras et se bloque. Je comprends après qu'il était triste parce que le bourdon était sorti. Mais pas mort. Mais pas mort. Alors on voit l'exacerbation comme ça de la sensibilité, effectivement, voilà, qu'on ne comprend pas toujours au niveau de cette hyper-émotivité. Voilà, un sens de la justice aiguë, des règles de communication de groupe qui ne sont pas toujours très efficientes. Alors, un besoin relatif de reconnaissance de ses capacités, un enfant anxieux qui est souvent, voilà, qui peut dire qu'il est nul, qui mérite que des etc., des sales notes, souvent en quête de liens avec des adultes, et un enfant qui pourrait très vite être manipulé par les autres. Sur le plan du comportement et de la personnalité, donc c'est un garçon qui a des connaissances très étendues, qui a un vrai désir de savoir, qui a des préoccupations autour de la mort, des planètes, des insectes, de l'art. Il s'intéresse beaucoup à Dali, par exemple. Il est aussi attiré par la sculpture, donc il récupère des petits objets métalliques qu'il tord, qu'il réunit pour faire des petites constructions à la manière de Calder. Il voudrait devenir ingénieur ou bien étudier les insectes et les reptiles, et ça, c'est des choses qui perdurent dans le temps. Il a un grand sens de l'humour, alors surtout quand on se moque des autres, quand on se moque de lui, beaucoup moins quand même. Et voilà, il peut être très perfectionniste ou au contraire désordonné, voire même désorganisé. Il peut faire des remarques qui font rire à la classe. Alors, dans les items, il y a refus de l'école ou bien état dépressif. Donc, j'en ai beaucoup discuté avec la maman qui pense que non, il n'y a pas d'état dépressif. Après, ça peut questionner puisque quand je reprends l'évaluation qui a été faite par le maître Julien est capable de dire « Je ne vais faire aucun travail pendant toute la vie. Ça sert juste à crever l'école, à crever sur place. »
voilà, on voit jusqu'où, alors même si effectivement il y a une grande alternance entre des moments qui peuvent être un peu euphoriques et des moments beaucoup plus, voilà, qui sont plus de désespoir ou de dépression, en tout cas effectivement ça peut interroger quand l'élève donne ce genre d'arguments. De l'agitation avec des fois une gestion difficile de l'agressivité. Alors, c'est un enfant qui est très très solitaire, hein, qui a été, voilà, ça c'est vraiment un trait qui revient depuis la maternelle. Il dit qu'il n'a pas toujours envie d'être avec les autres et que ce n'est pas compris par les autres. Actuellement, il y a une vraie évolution au niveau de la socialisation, Michel en parlera. Il accepte de jouer avec les filles. Voilà, donc à la balle rebondissante, donc je lui ai demandé si c'était pour les filles ou la balle rebondissante, c'était pour la balle. Bon, tant pis pour les filles. Voilà, et ce qui ressort aussi par rapport à ce qu'on pouvait dire ce matin et que je trouvais intéressant, c'est qu'il dit qu'il s'ennuie très vite puisqu'il révise très rapidement et par exemple, quand il était plus petit, pouvait refuser de faire une ligne de E, parce que pour lui, il savait faire des E et il ne voyait pas le sens du tout que ça pouvait avoir. Donc, il refuse toutes les tâches qui sont répétitives. Voilà, donc le bilan psychométrique avait été effectué. Donc, on savait à l'arrivée de Julien qu'il y avait une précocité. Alors, je vais mettre les résultats. Hop, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Alors, je vais... je ne sais pas ce qu'il faut faire là, pour réduire un peu. Voilà, donc comment on voit que Julien, voilà, a un score voilà, qui est tout à fait d'un niveau très supérieur donc sur les indices de compréhension verbale et les indices de raisonnement perceptif, avec un niveau plus moyen dans la norme en indice de vitesse de traitement et en moyen fort donc sur les items de mémoire. Voilà, avec... alors, je ne sais pas comment faire pour réduire un peu, là, mais bon... Pour qu'on voit les notes, là, je ne sais pas si on voit tout. Si, on voit à peu près tout. Ah, ouais. Ah oui, je vois. C'est ça, là, qui zoome moins. Ouais. 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 C'est moderne, hein. Voilà. Voilà. Super. Donc voilà, cette évaluation psychométrique a été effectuée alors que Julien avait 7 ans. Donc vous voyez, voilà, les notes sont voilà, extrêmement performantes. Effectivement, on a une vitesse de traitement qui est un peu plus banale, un peu faible pour lui et au vu de ses autres compétences. Après, ce qui était important, juste en 2 mots sur son comportement pendant l'évaluation, donc des difficultés d'attention, un enfant qui, au fur et à mesure, va se disloquer sur sa chaise et se répandre, comment aussi, au niveau de l'enfant dans les épreuves de mémoire, va montrer des troubles de l'attention, c'est-à-dire que sur la première série d'épreuves, il va tout à fait répondre et au fur et à mesure, le trouble attentionnel va faire qu'il va être moins performant. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur davantage. Ce qu'on a su et ce qu'on a eu aussi en cours d'année, c'est une évaluation, un bilan en ergothérapie, puisque Julien montre quand même de très très grandes difficultés dans l'organisation, dans des tâches quotidiennes qui peuvent être mettre ses lacets, mettre des boutons, y mettre ses vêtements complètement à l'envers tout le temps, de la fatigabilité quand les tâches sont répétitives, une grande lenteur à l'écrit, et puis voilà, difficulté à apprendre à faire du vélo. Donc voilà, le bilan a été fait et effectivement, il y a des choses il y a des aides à lui apporter dans ces termes. Pour rééduquer le geste graphique, non pas parce qu'il ne parvient pas à écrire, mais parce qu'il y a une lenteur au niveau du geste, un manque de dextérité des 2 mains et de coordination oculo-manuelle, et puis un travail sur justement l'anticipation et la séquentialisation des tâches. Donc il y a des aménagements qui ont été préconisés donc, par l'ergothérapeute. Ne pas faire alors des aménagements qui sont classiques, hein, pas de grandes copies, des photocopies des leçons, augmenter le temps imparti, ne pas pénaliser les ratures,
privilégier l'oral quand c'est possible, fractionner l'activité, voilà, et valoriser les réussites même si elles sont modestes. C'est un enfant qui a été aussi vu et qui a un suivi en orthopsie, puisqu'il y avait des problèmes de convergence visuelle également. Après, je me suis aussi interrogée sur la place de Julien à l'école en début d'année. C'est un enfant qui a fait l'objet de nombreux questionnements. Il a donc de nombreux soins qui sont mis en place à l'extérieur. Il lui a fallu s'adapter à son nouveau milieu puisqu'il est arrivé sur cette nouvelle école. Ses 2 parents sont enseignants, le pauvre, et sa mère travaille dans l'école. Ce qui induisait que la maman pouvait être en lien systématique avec l'enseignante. Alors je vous rassure, la maman a vraiment essayé de garder sa place de maman, mais c'est évident que pour Julien, c'était un statut nouveau puisque dans cette école, sa maman y travaillait. Voilà. Alors, j'ai essayé aussi de réfléchir un petit peu sur ma place de psychologue à l'école, coincée entre un bilan psychométrique qui a été effectué en libéral, donc que je n'ai pas pratiqué, donc il me fallait parler d'un enfant que je ne connaissais pas, en tout cas au moment de l'évaluation, et puis une prise en charge, plusieurs prises en charge en libéral. Et donc, voilà, c'est pas toujours aisé, là, de trouver une place. Je n'avais pas envie que Julien devienne un objet d'observation puisqu'il avait déjà voilà, rencontré pas mal de personnel à l'école. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc ma place s'est un petit peu arrêtée à l'articulation d'un partenariat entre la famille, les soins, l'école, au moyen donc du conseil de cycle qui a été nécessaire pour entériner le passage anticipé, et puis d'équipes éducatives qui se sont mises en place tout au long de l'année avec l'intervention du psychologue en libéral qui est venu aussi pour donner des pistes de travail et pédagogiques en classe. Voilà. Alors il y a eu des échanges de documentation et vis-à-vis de la famille, il y avait des questionnements sur d'éventuels investigations à faire, et donc on s'est questionné sur la pertinence de ces bilans. Voilà, donc le conseil de cycle, fort de tous ces éléments, a eu bien du mal à se décider quand même sur le passage anticipé. Malgré les difficultés et les aménagements nécessaires à mettre en place, on a proposé à la famille donc, ce passage anticipé. Donc, Julien est en CM2. Donc Michel va évoquer tous les aménagements qu'elle a pu mettre en place dans la classe. Et puis, on évoquera enfin les aménagements pour le collège, puisqu'il sera en 6e l'année prochaine. Nous allons rencontrer prochainement le chef d'établissement, je ne sais plus comment on dit pour le collège, le chef d'établissement, voilà, pour pouvoir évoquer la situation de ce garçon. Voilà, je vous passe le relais à ma collègue. Tu veux changer de place ? Alors, je voulais donc déjà vous dire que tout au long de cette année scolaire, l'année scolaire s'est déroulée sous la forme d'interrogations parce que, eh bien, la première chose qu'il a fallu faire, ça a été déjà décider de ce passage anticipé. Donc, Sabine Frisch vous a expliqué la difficulté que nous rencontrions pour prendre une telle décision. On a longuement parlé aujourd'hui, par exemple, de la maturité de l'enfant et de la place que pouvait tenir ce critère dans le choix d'un passage anticipé. Je crois qu'on n'aura jamais vraiment la réponse. Bon, les évaluations, eh bien, se pose le problème du passage à l'écrit et de la manière d'évaluer l'élève. Et puis aussi, je pense que parmi les critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut décider d'un passage anticipé, c'est l'examen du cursus scolaire.
Vous allez voir défiler les quelques slides là qui vont vous montrer les appréciations des enseignants que l'élève a eues de la grande section jusqu'à la fin du CE2, qui montrent justement les difficultés de l'élève qui avait été pointé. Et c'est au niveau du CE2 que la précocité a été décelée. Parmi les critères aussi qui permettent de faire le choix d'un passage anticipé, c'est aussi la connaissance que nous avons des dispositifs qui sont mis en place à l'extérieur de l'école. Tous les soins qui peuvent être prodigués à l'enfant. Donc là, dans cette situation, donc on vous a déjà parlé de l'ergothérapeute, de l'orthoptiste et de la psychologue scolaire qui est aussi Madame Vidal. La décision et le suivi d'un élève, pour moi, c'est vraiment fondamental qu'il relève de l'équipe éducative et que cet élève soit suivi en permanence par l'équipe éducative. Tu peux les faire défiler, s'il te plaît. Il y a donc grande section CP, enfin CE1 et CE2. Je vous laisse les découvrir. Dans mon deuxième point, je voulais vous communiquer les observations qui avaient été faites au niveau de la classe. Alors, quand je dis au niveau de la classe, c'est par moi-même, mais aussi par le maître plus qui intervient dans la classe au moins 1 heure par semaine pour une majeure partie des périodes. Et puis aussi les observations de mes collègues qui me reviennent, et notamment des observations de l'élève dans la cour de récréation ou pendant la circulation dans les couloirs ou dans les autres pièces. Voire aussi les observations qui me reviennent sur le temps du midi lorsque l'enfant mange à la cantine. Alors, ces observations sont déjà la première chose, c'est qu'en arrivant dans ma classe, qui était au début de l'année et pour une semaine une classe de CM1, CM2, l'élève connaissait l'enjeu, c'est-à-dire que ses parents lui avaient bien précisé que selon son attitude en classe, enfin c'est comme ça en tout cas que les choses lui avaient été présentées, selon son attitude en classe, à la rentrée, allait se décider un passage en CM2 ou bien un suivi de sa scolarité en CM1. Donc il connaissait l'enjeu et il savait aussi qu'il allait devoir passer des évaluations et que la qualité de ses réponses à l'écrit allait être décisive pour ce passage. Donc globalement, par rapport à l'écrit, on l'a abordé ce matin, c'est un élève qui écrit peu et en tout cas à bon escient selon ses propres critères. Par exemple, il va écrire ses devoirs. Je n'ai pas besoin d'intervenir pour qu'il écrive ses devoirs. Il écrit ses devoirs simplement parce que sa maman consulte son agenda et qu'elle a besoin de connaître, de pouvoir lire sur l'agenda ce qu'il y a, donc il copie ses devoirs. Les évaluations, il y a encore 2 jours, je vous aurais dit, il fait toutes ces évaluations dans un temps ordinaire, dans les conditions ordinaires. J'en ai parlé avec sa psychologue qui me dit, oui, il a bien compris que s'il n'écrit pas, c'est un peu montrer qu'il est bête, donc il écrirait ses évaluations pour ne pas montrer qu'il est bête, pour faire ses preuves. Bon, je dis que j'aurais dit ça il y a encore 2 jours. La dernière évaluation que je vais donner en mathématiques, j'ai rien. Rien sur la feuille, c'est la première fois que ça se produit depuis le début de l'année, donc la situation évolue. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce qu'on peut mettre en place, c'est que ça peut marcher à un moment, ça peut ne pas marcher. Et il faut faire avec. Alors, il ne copie pas ses leçons. Je suis un peu démunie quand il s'agit de lui répondre, mais pourquoi écrirais-tu tes leçons? Parce que j'ai bien compris que de toute façon, il n'a pas besoin de les écrire pour les savoir. Il suffit simplement qu'il ait entendu la leçon, il suffit simplement qu'il ait entendu un élève parler de la leçon, il sait sa leçon. Donc il n'a pas besoin de l'écrit pour l'apprendre à la maison. Globalement, donc ces leçons ne sont pas copiées.
ça veut dire que bon, il a fallu mettre un dispositif en place pour quand même qu'il ait la trace. Mais c'est vrai que je suis encore un petit peu gênée pour argumenter. L'autre jour, j'étais confrontée à ça. Comment argumenter pour lui dire, mais si, moi, je voudrais que tu copies tes leçons. Pour les exercices, alors effectivement, les exercices de systématisation ne l'intéressent pas. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Il ne les fait pas et je pense que ça n'a pas d'intérêt pour lui. Donc, effectivement, il est plus à l'aise dans des exercices où il doit faire des recherches, des exercices plus difficiles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va se mettre au travail. Je vous parlais aussi des choses qu'il ne copiait pas. Ses poésies, par exemple, pareil, il ne les copie pas. J'ai aussi peu d'illustrations. C'est un enfant qui aime l'art, mais qui ne va pas se révéler au travers des dessins. On a fait, par exemple, en art plastique, une sortie à Mourcourt sur le thème de Berthe Morisot. Je n'ai pas eu de production de dessin de sa part. Au contraire, j'ai eu des graffitis, j'ai eu quelque chose de très noir, il s'est mis quelque part en échec par rapport à ce qui était attendu de lui. Les observations, donc je viens de vous en faire part. Quels sont les autres moyens dont je dispose? Eh bien, ce sont les comptes rendus ou les avis que je reçois de ces thérapeutes. Alors, deux exemples. Où est-ce qu'on en est là, au B? Voilà. Deux exemples. Par exemple, je travaille avec Madame Bidal, avec qui on a des liens très rapides par un système de post-it, c'est-à-dire que dans les cahiers qu'elle va recevoir ou les classeurs que l'élève va apporter lors de ses consultations, et il y aura, elle va apporter des post-it par rapport à éventuellement des réponses qu'elle peut m'apporter pour ma pratique de classe. J'ai reçu aussi au cours du mois de février un compte-rendu de son ergothérapeute avec une page qui était consacrée aux aménagements que je pouvais mettre en classe, donc dans lequel j'en ai tenu compte. Excusez-moi, je reviens quand même sur les observations de son attitude. On parlait tout à l'heure d'un élève qui a les besoins de travailler dans le bruit ou alors au contraire besoin d'être isolé à un certain moment. Donc j'ai en face de moi un élève qui aime bien être seul. J'ai difficilement la possibilité de le faire travailler en binôme et quelquefois il a besoin d'être isolé. Alors, ça peut être lui qui le demande ou c'est moi qui vais l'isoler aussi. Il est perfectionniste, ça signifie, et ça j'ai entendu lors des interventions, mais c'est tout à fait ça. Si on lui donne 10 minutes, ça va prendre 10 minutes. Si on lui en donne 20, ça va prendre 20 minutes. Il s'exprime avec aisance et il possède un vocabulaire assez riche. Son attitude, lorsque je le regarde, eh bien, il semble ailleurs, ou il est ailleurs. C'est-à-dire que si je l'interpelle pour lui dire « Julien, sors ton cahier, Julien, on est maintenant en train de faire de l'histoire », eh bien, il va sursauter. Et bon, il est vraiment ailleurs. Alors, quand je lui demande « Mais à quoi penses-tu » il me répond je pense à des choses personnelles ou je pense à mes jeux. Autrement dit, il est ailleurs. Il accepte d'être ramené à la réalité, à la vie de la classe, c'est-à-dire qu'il apprécie qu'on le ramène à sa vie d'élève. Il est bien dans ses pensées, mais il est aussi demandeur qu'on le ramène à sa vie d'élève. Parallèlement à ça, il peut se bloquer ou régresser face à trop d'exigences, c'est-à-dire si moi, j'ai une exigence trop importante par rapport à lui, si mon exigence est trop importante, le résultat va être à l'inverse de ce qui est attendu. La difficulté que nous avions aussi lorsqu'il est arrivé à l'école, c'est sa relation aux autres. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles sa famille avait souhaité qu'il change d'école. Donc c'était un élève qui nous avait été présenté comme un élève assez isolé. Et donc, seul dans la cour de récréation, voire en retrait, on le retrouvait par exemple dans les toilettes. Par rapport aux adultes, il apprécie la proximité des adultes. Ça aussi, ça a été constaté aujourd'hui. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois dans vos interventions. Et il est aussi très respectueux. Il a une forme d'humour qui peut frôler l'impertinence, mais sans vraiment qu'elle soit vraiment décelée. Enfin, c'est très fin de sa part. Alors, les dispositifs qui ont été
mis en place. Donc, il s'appuie, je vous disais, sur les liens avec la psychologue et le compte-rendu de son ergothérapeute. Ça porte sur des petites choses, finalement, qui semblent ne pas être des dispositifs, presque. Par exemple, cet élève, on est une école de 130 élèves, 150 élèves à peu près, un petit peu plus, bon, 10 classes. Ça veut dire que l'équipe n'est pas très nombreuse et cet élève, en fait, fait partie des élèves que l'on surveille plus particulièrement, notamment dans la cour de récréation. Donc notre attention lorsqu'on est en récréation, c'est de savoir ce qu'il fait, de chercher à faire le constat de savoir s'il joue, s'il ne joue pas, ou s'il ne s'est pas isolé dans les toilettes, comme ça peut lui arriver, voire s'enfermer dans les toilettes pendant 5-10 minutes. Si on n'est pas vigilant, on peut se retrouver dans des situations comme ça. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est cette surveillance un peu ciblée de l'élève. Pour pallier aux difficultés qui sont liées au fait qu'il n'écrit pas ses leçons, il dispose de manuels scolaires à la maison. Et donc, sa famille peut se référer au manuel scolaire s'il y en a besoin. Il a aussi la possibilité d'avoir en permanence ses cahiers et classeurs dans son cartable. Par rapport à ces difficultés d'écriture, on a, dans le cadre notamment des activités mises en place avec le Maître Plus, travaillé sur les tablettes, notamment dans des projets d'écriture ou utilisation de e-book. L'utilisation de la tablette ne le motive pas davantage, en tout cas dans ce qu'on a constaté pour le moment. On ne va pas avoir un meilleur résultat avec la tablette que sans la tablette. Les objectifs qui ont été fixés dans la première partie de l'année, enfin déjà la première écriture, c'était de savoir moi comment je vais pouvoir l'évaluer, comment je vais pouvoir rendre compte à sa famille, à l'équipe enseignante et moi-même, comment je vais pouvoir me rendre compte de ces acquis de ces acquis ou de ces difficultés. C'est vrai que même encore maintenant, je ne suis pas vraiment dans une inquiétude par rapport à ces acquis, mais plutôt par rapport à la méthodologie et par rapport à son attitude ou à son ennui. Donc le premier objectif qui a été travaillé, c'était d'exiger, de tenter d'obtenir de lui plutôt, qu'il y ait de l'écrit par rapport aux exercices demandés. Ça supposait déjà de ma part que j'accepte un certain nombre de choses. On a parlé d'acceptation, de tolérance et d'acceptation ce matin. C'est vrai qu'il y a un certain nombre parmi les dispositifs un peu invisibles, c'est l'acceptation par l'enseignant d'un certain nombre de situations que l'on n'accepte pas des autres élèves. Là, pour cet élève, c'était l'acceptation qu'il ne copie pas ses leçons ou qu'il ne copie qu'une ligne ou deux, et de ne pas intervenir pour le solliciter d'une manière trop exigeante par rapport à ça. Par contre, le PPRE a pour but de le faire travailler sur un rendu de l'exercice écrit. Et ce PPRE porte ses fruits et je me suis appuyée pour le mettre en place sur le fait que l'élève, comme on l'a constaté aussi ce matin, fonctionne ou bien à l'affectif, ou bien par le jeu, par le ludique. Alors j'ai recueilli quelques pistes justement pour augmenter ses possibilités d'intervenir par le biais du ludique. En tout cas, moi, le choix que j'ai fait, c'est le choix de faire un contrat. Bon, je dirais qu'on a mis en place un PPRE parce que c'est l'outil qui fonctionne actuellement. Après, on écrit dedans ce que l'on veut. Peut-être que on pourrait ne pas se satisfaire de la dénomination ou du dispositif. Bon, en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Donc, ce PPRE, il s'adresse en fait, c'est le contrat, on va dire, entre l'enseignant et la famille. Voilà ce qu'on travaille pour l'élève. Mais pour l'élève proprement dit, le PPRE, il est peut-être moins parlant qu'un contrat qui va concrètement lui préciser les efforts qu'il a à faire. Donc le contrat
c'est de dire, eh bien, d'abord, mon exigence par rapport à l'écrit ne sera pas forcément le même que celui des autres élèves, mais par exemple, j'attends de toi que tu fasses cet exercice-là ou celui-ci. Bon, ça peut être le cas, par exemple, je lui donne 1 ou 2 exercices, d'autres élèves dans la classe vont avoir un travail un peu différent ou vont avoir 4 exercices à faire. Lui, je ne vais lui en donner que 2 ou 1, tout dépend. Il y a aussi une autre forme d'écrit qui prend de la place, c'est le travail que je fais sur l'ardoise, où là l'enfant a besoin d'être réactif. Et là aussi, le contrat va porter sur cette forme d'écrit, c'est-à-dire un écrit très rapide qui ne fait pas l'objet d'un rendu. Mais l'exigence, il est assez près de moi en classe, donc l'exigence, c'est toi, Julien, tu travailles là pour un jeton bleu, un jeton rouge ou un jeton orange. Donc le jeton bleu, c'est le contrat qui est rempli. Julien, j'attends de toi que tu donnes tes réponses sur l'ardoise immédiatement en même temps que les autres. Ou alors ça va être, j'attends de toi que tu fasses 2 exercices en même temps que les autres, alors que tes autres camarades vont en faire 4. Ou j'attends de toi que tu fasses ceci pendant que les autres vont faire autre chose. Mais on matérialise après le rendu de l'écrit par un jeton qui va être bleu, donc de la couleur correspondant à son contrat. Si le contrat de départ, c'est le 11, le contrat de départ précisait qu'il recevait un jeton orange s'il avait fait que la moitié du travail demandé. Si c'est pas une petite moitié, c'est une moitié. Je me tiens aussi à ça, à cette norme, à ce moment-là, pour qu'elle soit lisible et par l'élève et par moi. Et donc, à la fin de la journée, il compte dans sa boîte bleue que vous avez vue précédemment, là, il compte ses pions de manière à savoir la couleur dominante. Et il va donc ensuite colorier la lettre correspondant au jour de la semaine de la couleur dominante. Cette feuille circule à la maison et revient en classe le lendemain matin. Elle est signée par les parents une fois par semaine, enfin en tout cas, par ce système, l'enseignant, la famille, l'enfant a d'une manière quotidienne un rendu de l'exécution du contrat prévu. Bon, aujourd'hui, mes élèves sont en tournoi de hand. Le contrat, il n'y aura rien, il sera colorié en gris parce qu'on ne peut pas savoir la qualité de ses écrits aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'est apparu évident au fur et à mesure, c'était que le contrat était un outil vraiment indispensable pour que cela fonctionne. Il fonctionne depuis maintenant 2-3 mois. Il n'y a pas de lassitude. Tant mieux pour moi, je n'ai pas réinventé pour le moment autre chose, mais il n'y a pas de lassitude. L'autre dispositif qui a été mis en place, c'est de prendre cet élève en APC pour une aide au travail personnel. C'est-à-dire que lorsque je m'aperçois que les exercices que j'ai demandés ne sont pas réalisés et que je suis toujours, que je n'ai pas trouvé une alternative à cette situation, c'est en APC que l'élève va pouvoir continuer son travail. Ça me donne aussi un petit peu plus de latitude pour intervenir, soit pour avoir une réponse à l'oral, soit pour avoir une réponse par le biais de la dictée à l'adulte. Enfin, ça me donne un petit peu plus de souplesse et de disponibilité par rapport à son travail. Parmi les autres dispositifs, bon, je réinsiste vraiment sur l'acceptation pour moi d'un certain nombre de renoncer à un certain nombre de choses que je voudrais tant qu'il fasse et que pour le moment je ne vois pas, enfin, qu'il ne m'est pas paraître encore possible de mettre en place. Il y a aussi j'ai utilisé le terme tolérant, je vais le maintenir, la tolérance d'un mode relationnel particulier, c'est-à-dire que cet élève a effectivement besoin d'une relation duelle avec l'enseignant.
l'enseignant ou un autre adulte de l'école, il a besoin de parler sa passion pour les insectes, ses visites de musée, il a besoin aussi de trouver une oreille qui l'écoute. Pour le faire avancer, il semble aussi nécessaire de le mettre face à ses responsabilités et de le rendre... de lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes. Donc, conséquences de ces actes, eh bien, si tu ne sors pas ton cahier pour écrire, tu ne vas pas. Si tu ne commences pas à sortir ton cahier pour écrire ta leçon, comment est-ce que après tu vas trouver un élève volontaire pour copier la leçon à ta place? Parce que puisqu'il ne copie pas ses leçons, il fallait trouver une solution alternative. La solution alternative, c'est bon, il faudrait qu'il manifeste un petit peu de bonne volonté aussi, je dirais, mais comme cette mise à la tâche qui a été relevée aussi par son ergothérapeute et par moi, comme cette mise à la tâche, on ne va pas forcément l'obtenir, bon, je fais en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui copie ses devoirs. Ça fonctionne sur la base du volontariat, c'est-à-dire que ce sont des élèves rapides qui spontanément se proposent pour l'aider à copier ses leçons. Mais c'est un prêté pour un rendu, c'est-à-dire que lui-même, en tant qu'élève dans ce besoin, doit aussi lui-même rendre un service à un autre élève de la classe, là en l'occurrence, un autre élève qui a besoin de faire une lecture à haute voix quotidiennement et qu'il va donc accompagner par le biais d'un tutorat. Donc il est aidé dans sa copie, mais lui-même est acteur pour rendre service à un autre élève de la classe. J'utilise très peu comme moyen l'intervention des parents. Bon, Madame Frisch vous a expliqué que les deux parents étaient enseignants et pour que la famille parvienne le mieux possible à se positionner en tant que parent et aussi en vue de préparer l'entrée au collège, j'essaie de prendre de la distance par rapport à ce travail que l'on peut faire à l'école. Donc je sollicite très peu les parents pour rattraper un travail qui n'a pas été fait en classe. Donc très rarement, je demande à ce que quelque chose soit copié à la maison. Le lien avec la famille est extrêmement important. Donc il se fait... Alors, le lien avec la famille, le papa... Oui, j'ai bien vu Marie-Pierre. Le papa est à distance, la maman est sur place. Bon, le papa, j'ai des liens avec lui par les biais des équipes éducatives et par leur remise des relevés d'évaluation, puisqu'à l'école, ils ont lieu individuellement pour le premier et le deuxième trimestre. Pour la maman, le lien, il est plutôt un apprentissage de lien à distance, de manière à ce que l'élève puisse bien se positionner en tant qu'élève lorsqu'il est avec moi. L'entrée en sixième, alors on a entendu des interventions justement pour l'entrée en sixième, savoir un petit peu comment s'y prendre. Actuellement, c'est formidable, hein. Actuellement, bon, c'est un élève qui a des résultats satisfaisants puisqu'il a à peu près 71% d'acquis pour le deuxième trimestre. On a pu constater que globalement, il joue dans la cour de récréation, donc le lien avec les autres semble être réétabli, donc c'est une grande avancée. Et bon, son mode de fonctionnement, je vous disais, ludique et puis affectif. Cependant, à la rentrée, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est son manque d'autonomie, sa lenteur, sa fragilité, sa fatigabilité, son désintérêt, sa relation avec les autres au collège. Comment cela va-t-il se passer? On a vu par un témoignage tout à l'heure que quelquefois la relation avec les autres était quand même très, très difficile. Il a des difficultés aussi pour s'orienter ou tout au moins pour suivre la classe quand on n'est pas dans l'école. La gestion de ses affaires scolaires donc, va aussi poser problème. Donc mon objectif actuel serait de lui faire acquérir de l'autonomie. Il n'est pas forcément prêt pour ça, c'est-à-dire que moi je vois que ce besoin-là serait nécessaire, mais je ne pense pas qu'il soit
enfin je ne suis pas convaincue en tout cas pleinement qu'il soit capable de le faire. Donc j'ai continué ce système de contrat dans lequel j'ai rajouté une contrainte qui est « essaie de préparer tes feuilles en marquant ton nom, ton prénom, la matière, le titre de la leçon », ce qui est une manière concrète de savoir dans quelle matière on est, qu'est-ce qu'on étudie, de sortir son livre, sortir son cahier. Ça fonctionne moyennement, c'est-à-dire que dans le contrat, on rajoute un pion de dame si tu réussis à faire ça. Ça ne fonctionne pas très bien. Bon, voilà. C'est intéressant aussi que ça ne fonctionne pas et de le savoir. Donc, peut-être que je vais orienter mes objectifs sur autre chose. Là encore, des points qu'on a soulignés ce matin, c'est-à-dire valoriser ces centres d'intérêt et plutôt l'intéresser à présenter un exposé. On m'a donné, par exemple, j'ai reçu l'idée ce matin que ce soit pendant le temps de classe, ce que nous faisons déjà, mais pourquoi pas aussi sur un autre temps. Donc, l'inciter davantage à faire un exposé de manière à ce qu'il puisse, d'une manière assez pointue, aller jusqu'au bout d'une tâche sur un sujet qui l'intéresserait. C'est dommage. C'est très rapide, il n'y a plus que 5 lignes, je ne vais que vous les lire, comme ça ira plus vite. L'entrée au 6e oblige de fait à une plus grande autonomie, prendre le bus, gérer son casier, son matériel, écrire plus vite. La très récente équipe éducative ouvre de nouvelles perspectives, déjà mises en œuvre dans d'autres situations. Obtenir l'emploi du temps par anticipation ainsi que la liste du matériel. Utiliser un code couleur visible sur l'emploi du temps, les cahiers, les livres. Ranger son sac en ordonnant les dossiers par couleur. Donc, une préparation matérielle pour que l'enfant se repère mieux. La liaison avec le collège d'accueil qui n'est pas... Enfin, l'élève n'est pas dans cette situation. Le collège de secteur sera effectué, la liaison sera effectuée avec son collège de secteur par le biais d'une dernière équipe éducative à laquelle le CPE et le CPE référent EIP et la principale seront présents. Et nous avons pour le moment fait le choix d'une mise en place d'un PAP qui précisera les aménagements que l'on a mis en place et les adaptations qui nous permettent nécessaires en attendant que le collège fasse le relais. Je vous remercie de votre attention. Merci.